Dans cet épisode, nous partageons comment réussir un projet d'automatisation en transverse dans un format table ronde. La parenthèse du titre en transverse n'était réellement pas anodine. Au travers de nos échanges, nous avons identifié des bonnes pratiques pour permettre de réussir votre projet. Une bonne écoute, souscrivez, notez et laissez un commentaire afin d'améliorer le contenu. Clément, toi par exemple, tu avais un sujet en tête particulier, tu disais que tu avais un projet en plus Ouais, j'ai plein de en sujets. cours. Mais ouais, je peux vous parler d'un projet où il y a plusieurs petites problématiques, Ouais. si vous va. Après, Hmm. j'y vais du coup. Alors en fait, donc, je vais pas trop rentrer dans les détails fonctionnels parce que ça va très vite être chiant et c'est pas le but, je pense. Mais pour vous donner le contexte, donc je suis arrivé il y a quelques mois chez Decat dans une équipe qui a 4 ans. Et donc le produit aussi a 4 ans, donc c'est la fameuse appli mobile qui est utilisée par les vendeurs. Et en fait, la démarche de qualité, elle a été assez tardive. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à développer, et ils ont vu qu'évidemment, il y avait des problèmes de qualité, donc ils ont pris des QA pour tester, et il n'y a jamais eu d'investissement qui a été fait, ni sur les tests unitaires, c'est un autre sujet encore, mais ni sur les tests automatiques. Donc, ce qui fait que moi, j'arrive avec un scope fonctionnel et un produit qui est énorme. Et enfin, rien que pour une application, on a identifié 334 tests comme ça. Et je me retrouve du coup avec ce chantier-là, avec plusieurs objectifs. C'est évidemment, moi, de lancer le chantier, la plateforme technique. Mais ça, je pense que c'est pas trop non plus l'intérêt du Meetup. Moi, c'est plus sur la partie humaine, en fait. Parce que forcément, les QA qui sont dans l'équipe, c'est des personnes avec plus d'appétence fonctionnelle que technique. Et même si on utilise un outil qui permet, enfin, c'est pas du test as code, donc ça permet d'avoir des utilisateurs, enfin, d'étendre un peu le panel des utilisateurs. J'ai beaucoup de soucis, enfin, de freins, de barrières à ce que vraiment il y a le shift pour que les personnes passent de tests manuels à tests automatisés. Mais le principal problème, c'est surtout leur emploi du temps. Aujourd'hui, il y a 3 QA pour 15 devs, et aujourd'hui, en fait, ils sont toujours sous l'eau. Et on essaie de mettre des choses en place pour faire en sorte qu'ils aient plus de temps à consacrer à l'automatisation. Mais c'est un petit peu, en fait, à chaque fois je ne sais pas si vous connaissez le schéma de la roue carrée, où il y a des mecs qui Serpent qui se mord la queue, là, j'imagine. Ça, Ouais, en fait, c'est un cercle vicieux une dynamique dans laquelle on a du mal à sortir. Bon, Mhm. juste pour faire l'image, c'est une charrette qui est poussée par deux mecs avec des roues carrées. Et il y a un mec qui Ouais. arrive avec des roues du coup rondes en leur disant bah, vous irez beaucoup plus vite comme ça. Et les mecs vont dire bah, on n'a pas le temps de les installer, on est en train de pousser en fait. Et c'est un petit peu vraiment cette tendance qui est vraiment présente. Sauf que moi, mon implication dans l'équipe, c'est vraiment de lancer le chantier et donner les outils à l'équipe et après changer d'équipe en fait. Et j'ai pas forcément vocation à rester indéfiniment. Et donc du coup, forcément, l'une des problématiques, c'est de pérenniser tout ça. Et par pérenniser, c'est remettre cet outil d'automatisation au QA actuel. Et voilà, principalement, c'est mes problématiques. C'est pour ça que j'ai mis dans les tickets, pour moi, le plus important, c'est vraiment la transition humaine. Parce que si c'est un projet où vous commencez from scratch et que vous pensez déjà à l'automatisation, dans les compétences du QA que vous allez recruter, ça va être facilement pris en compte. Mais ma question, c'est plus est-ce que vous avez les mêmes problématiques et qu'est-ce que vous faites dans le cas où il y a une grosse dette technique et il faut rattraper tout ça, quoi. Ça fait beaucoup de questions, je sais, mais au moins vous avez la vue globale. C'est Déjà, intéressant, Clément. ouais, je vais juste intervenir sur le ratio, Clément. Ouais. Donc, vous êtes 3 sur 15, ça veut dire que vous êtes sur la fourchette haute, Ouais. c'est-à-dire la pire dans la proportion de testeurs par rapport aux développeurs, parce que vous êtes sur 1 sur 5. Et généralement, dans la société où tu es, enfin, Decathlon, donc on a l'informatique de gestion, on va dire, il faut être à 1 sur 3, quoi, 1 pour 3, pour avoir une bonne équipe, enfin, un bon niveau de qualité. Donc, déjà, il y a un problème de ressources. Après, je pense que ouais, le ratio théorique d'1 sur 3, alors je suis d'accord, 1 sur 5 c'est trop. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des gens. Parce qu'il y a dans d'autres équipes chez Decat où ils sont aussi en 1 sur 5. En fait, c'est juste que les développeurs, ils ont pris le pli. Et quand le QA est sous l'eau, qu'il a trop de choses à tester, et ben en fait, les développeurs viennent le rejoindre sur la partie qualité. Et du coup, ça permet au QA de passer beaucoup de temps sur l'automatisation.
Et en fait, bon, c'est vraiment le principe du Kanban où tant que s'il y a un goulot d'étranglement, toute l'équipe se mobilise pour finir le goulot d'étranglement et faire en sorte que ça avance. Au niveau de Decathlon, tu as juste l'équipe avec un QA et tu n'as pas de testeur fonctionnel et automaticien. Bah, en fait, c'est ça. Dans l'équipe de testeurs, en général, tu as le test lead. Ouais. Et, le QA ou le test leader, c'est pareil. Donc, tu as l'automaticien et tu as ceux qui sont, tu as les testeurs qui sont plus automatisation et tu as les testeurs fonctionnels. Aujourd'hui, il n'y a pas cette délimitation, en fait. C'est le testeur, de par l'ancienneté de l'équipe et l'historique du projet. Le testeur, c'est le testeur fonctionnel. Donc, qu'il soit automaticien, QA, QA lead, il n'y a pas vraiment, en fait, c'est... donc c'est vraiment le QA tout simple. C'est ça, c'est le QA tout simple. Le QA, il fait tout, il fait la totalité, quoi. Il fait aussi bien le fonctionnel que le technique. C'est ça. Que l'automatisation, en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de... C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a pas mal de frustration parce qu'ils passent leur temps à tester. Et en fait, le sujet de l'automatisation a du mal à prendre. Ils n'ont pas le temps, tout simplement. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils se retrouvent avec énormément de tests à passer en manuel parce que de l'autre côté, ça développe. Et d'un autre côté, pour mettre en place l'automatisation, ça ne marchera pas. Moi, d'après mon expérience. Il y a Iman qui veut... Peut-être Iman, tu veux intervenir, vas-y. Oui, j'essaye les mains en plus. Pardon. Non, il n'y a pas de souci. Au fait, il y a quelque chose qui m'inquiète de ce que tu viens de dire, Clément. Je me dis si j'ai tort. J'ai l'impression que vous êtes en train de subir les attentes d'automatisation de ce qui est en dehors de la QA. C'est-à-dire, pour moi, dans l'automatisation, tu as deux problématiques. C'est la psychologie des personnes qui sont en dehors de la QA et qui veulent cette automatisation. La première question, c'est est-ce qu'ils ont vraiment conscience des défis que ça demande et de tout ce que ça engendre comme conséquence en termes d'organisation, de coûts? Est-ce qu'ils ont une idée précise vers où ils veulent aller? Est-ce qu'on parle d'automatiser un petit bout de cette application ou est-ce qu'on parle d'automatiser pour aller vers de l'intégration et le déploiement continu? Est-ce qu'on parle d'une première application, elle est toute nouvelle, elle a 2-3 ans, ou est-ce qu'on parle d'une grosse application type Mammouth qui est très lourde et qui est modifiée, on va dire régulièrement, mais pas trop... Avec une des techniques que personne ne maîtrise. Voilà, que quelques-uns, mais personne ne le dit, on ne sait pas comment. Donc voilà, il y a déjà tout l'aspect en dehors de la QA, en dehors de l'automatisation que j'ai besoin de sentir. Savoir si effectivement on comprend, on est vraiment conscient de tous les impacts et ce que ça fait derrière. Parce que s'il n'y a pas cette conscience, vous risquez de subir des attentes qui sont à côté de la plaque, si je peux résumer. Les attentes à côté. Ouais. Pardon? Elles vont jamais être remplies, ça va jamais. Non, jamais. En fait, parce que c'est des attentes un peu comme à l'époque l'agile, c'est vrai encore aujourd'hui, où on va mettre l'agile, ça va tout résoudre. On va mettre l'automatisation, ça va tout résoudre. Ouais, c'est le silver bullet qui résout tout. On va mettre le cloud. Voilà. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que dans toutes les sociétés, pratiquement dans toutes les boîtes, c'est que celles qui veulent faire l'automatisation se disent, voilà, on va automatiser. Vous voyez le PO, vous voyez avec lui le projet, et puis il va vous dire, voilà, je vais automatiser autant de tests, et puis il va pas vous dire, vous avez 3 jours, 4 jours, c'est tout. Il va pas chercher à savoir si c'est faisable, si c'est pas faisable, quelle est la contrainte ou autre. Pour lui, tout ce qu'il sait, c'est que il y a cette partie qui va être automatisée, et le reste, entre guillemets, ils s'en fichent, quoi. C'est pas son problème, entre guillemets. Et ils ont pas encore, comme tu dis, la notion de est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable, est-ce qu'il faut... c'est là où nous on doit apporter ça. Même en essayant de l'apporter pour avoir fait plusieurs parties de plusieurs sociétés dans lesquelles j'ai essayé, c'est compliqué de faire comprendre au PO ce qu'il peut faire, ce qu'il peut automatiser, ce qu'il ne peut pas automatiser, et aussi de lui dire par exemple, écoutez, en fonction du budget que vous avez alloué par rapport à l'automatisation, c'est pas faisable.
Et Alors pour eux, attention, ils veulent tout Soraya, je suis même automatiser pas ou pas je suis même pas au automatiser. niveau PO là. Voilà. Je suis pas au niveau PO. Je suis au niveau au-dessus encore. Je suis Non, mais c'est surtout au avec niveau les en gens amont. qui travaillent en général. Le PO subit. Donc, je suis vraiment au niveau organisationnel. Le problème, c'est parce que c'est que. des super débats, mais je crois que Benjamin, il a quelque chose à te dire. Oui, j'ai vu une petite main. là. J'ai vu une petite Va main au bout de bleue. ton raisonnement, Ivan. Non, mais termine, vas-y. Hein. Vas-y. Je vais parler après. Oui, c'est vrai que j'avais commencé juste sur la première partie qui est l'aspect extérieur et c'est le premier défi et c'est vraiment, il faut vraiment se concentrer dessus et aller travailler, chercher que veut exactement le client. Parce que pour lui, il a trouvé une solution, c'est automatisé, mais j'aime bien poser la question, le pourquoi. Alors en un seul mot et en deux mots. Et c'est en creusant ces questions qu'on va comprendre, déduire, mais finalement, qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi il a cette solution? Et nous, on a cette casquette un peu d'expertise, mais plutôt de conseil. Je préfère le mot conseil. On a cette casquette de conseil à dire, OK, on veut bien y aller comme ça, tout est faisable hein, dans le monde de l'informatique, mais voilà, si tu veux cette partie-là, voilà les risques, voilà ce qu'il faut, voilà ce que... Je dis pas que c'est facile, ça a l'air facile, mais clairement, c'est les premiers combats qu'on doit avoir, c'est le premier challenge que le QA doit avoir avec l'automatisation, c'est pourquoi. Et les deux mots en un seul mot. Hein. C'est vrai... Oui, les deux questions, voilà. Ouais. Les deux questions. Et la deuxième chose, et après je te laisserai, Benjamin, la deuxième chose, c'est vraiment la maturité interne QA. Donc, tu as vraiment le projet, l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont en tête, hein, parce qu'on sait ce qui se passe un petit peu autour. Et il y a cette organisation. Donc, ce que j'appelle la maturité, c'est maturité organisationnelle. Est-ce que l'équipe QA est déjà là? Est-ce qu'elle fonctionne déjà? Est-ce qu'elle fonctionne bien avec les analystes, avec les devs? Est-ce que il n'y a rien à faire ici, tout est parfait, il y a une bonne entente entre les personnes, une vraie confiance, est-ce qu'il y a tout ça? Si oui, deuxième chose, c'est quelle est notre maturité niveau process? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont automatiques? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut automatiser au niveau développement? Parce que l'automatisation ne concerne pas que la QA. Est-ce qu'on peut alléger le travail de non-régression de certains analystes? Des fois, c'est les analystes qui font ce genre de choses. Donc, tant qu'on n'a pas regardé ces deux éléments qui sont extrêmement, pour moi, impactants pour tout ce que tu as décrit là, c'est pour ça que j'étais un petit peu perturbée quand j'ai vu oui, projet. Mais moi, j'ai besoin de ces deux premières questions d'abord, avant de continuer la démarche. Donc, pour moi, Clément, là, il faut vraiment que tu arrives à savoir déjà qu'est-ce qui s'est passé derrière, pourquoi vous êtes en train de subir cette demande d'automatisation. Et deuxièmement, quel est vraiment le niveau de maturité en termes de process interne et externe. Parce que tu as beau être le meilleur, si dans ta structure, les gens n'ont pas confiance en la qualité, j'ai pas envie de dire que tu sers à rien, mais pas loin. C'est-à-dire que même si tu couvres 200%... Défends-toi, Clément. Il y a une attaque. Non, c'est pas envers Clément, c'est les gens. C'est la mentalité, c'est l'état d'esprit des gens. Je le dis parce qu'on avait une super équipe. Défends-toi. Mais non, mais c'est pas lui. Je sais que Clément, il sert à quelque chose. Mais c'est la hiérarchie, l'état d'esprit des gens. Si les gens ne savent pas à quoi vous servez, si pour vous, pour eux, vous êtes... Alors pourquoi vous venez m'embêter avec votre organisation et vos problèmes d'automatique? Vous êtes supposé être arrivé à la fin, vous automatisez et c'est bon. Je te laisse répondre, Clément, avant de prendre la parole. Là, j'arrête. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai retenu, c'est tu veux savoir plus d'infos sur la maturité interne en QA et ce que veut le PO. Est-ce que le PO est en train de subir une décision au-dessus? Quand on parle d'automatisation, ça vient au-dessus en général. J'avoue. Alors, en gros, pour donner un peu plus de contexte, dans l'équipe, il y a le gros cercle vicieux on demande beaucoup de delivery. Donc, les devs, au final, foncent sur le delivery.
Mais vu qu'il y a peu de qualité, il y a beaucoup de defects, donc beaucoup de hotfix, bugs, etc. Parce qu'il y a des vrais problèmes, il y a des vrais problèmes des goulots d'étranglement à ce niveau-là. Et en fait, du coup, les devs passent énormément de temps à corriger des defects. Et genre, pour le coup, ça, c'est vraiment enfin, pour moi, le problème vient de là, dans le sens où évidemment, c'est le serpent qui se mord la queue, mais le problème vient du fait que l'équipe a du mal à ralentir le delivery. Moi, j'arrête pas de leur dire, ralentissez, on a une grosse dette sur la qualité. Alors, c'est un avis personnel, hein, mais moi, pour moi, la façon d'en sortir, c'est de mieux prioriser à l'avance le travail qui doit être fait et de passer plus de temps sur la qualité, mais pas seulement les QA, aussi au niveau des devs. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas de. Alors, c'est un projet front. 100% front, donc on consomme des API un peu de partout, on agrège tout ça et on resynthétise dans l'appli mobile. Et il n'y a pas de test unitaire sur l'appli mobile. Et donc, du coup, moi, j'arrête pas de leur dire que, en fait, pour moi, là, ce serait une des pistes en se disant, si les devs passent 30% de leur temps à faire du test unitaire, ça va réduire le nombre de defects. Les QA vont, du coup, vu qu'il y a moins de delivery, les QA vont avoir plus de temps pour avancer sur l'automatisation. Et du coup, on commencerait à sortir un petit peu de cette dynamique. Et je ne sais pas si vous avez... En fait, l'idée, c'est aussi bon un partage d'expérience. Moi, j'ai quelques pistes, mais je voudrais aussi savoir si vous avez déjà fait face à ce genre de situation où c'est vraiment la transition vers une organisation où on fait que du test manuel, vers aussi une organisation où comment on ajoute un petit peu l'automatisation dans le process. Et en termes de maturité interne QA, du coup, je ne sais pas si j'ai déjà répondu à l'une de tes questions, mais... tu l'as répondu, vu que tes devs ne font pas de tests unitaires. Ouais. C'est à l'ancienne, on est au la maturité interne des QA, c'est une équipe qui est bien rodée, mais sur des process manuels. C'est-à-dire qu'il y a des phases de TNR qui, pour moi, sont une aberration, où pendant une semaine, on teste tout le scope, on freeze une branche, on teste toute l'appli du mieux qu'on peut, parce que quand on dit toute l'appli, évidemment, il y a 304 tests x 80 pays, donc vous vous doutez que humainement, c'est pas possible. En fait, mais tous ces process-là, ils sont rodés dans le sens où ils sont éprouvés. Ça marchouille plus ou moins, mais en tout cas, l'organisation, elle est là en place. Mais par contre, en termes de maturité sur des... en fait, il n'y a pas de place pour l'amélioration continue pour des raisons de surcharge. Et en fait, la frustration, elle est pas seulement au niveau QA, parce qu'elle est aussi au niveau dev, parce que les devs, eux, comme tout dev, ils rêvent de faire de la nouvelle feature, ils rêvent de faire des fonctionnalités qui ont un impact business, etc. Et ils se retrouvent à faire 70% de correctifs de bugs. Et au niveau de la prod, c'est pareil, parce que la prod, ils reçoivent un nombre de tickets incalculable. Bon, il y a aussi le fait qu'on soit un front. Donc, évidemment, c'est nous dans l'image, c'est nous le premier qui prenons, alors que le problème n'est pas forcément chez nous. Mais en fait, il y a toute cette dynamique dans laquelle on a du mal à sortir dans l'équipe. Benjamin, tu voulais peut-être intervenir pour revenir sur ce que tu disais, l'automatisation, c'est pas un sujet qui lui a été imposé, mais c'est un sujet qui a jamais été, où ils étaient jamais vraiment contre, et ils sont prêts à mettre les moyens. Pour le coup, moi, je suis à 100% dessus sur l'équipe. Là, on a un renfort qui arrive aussi à 100%. Donc, en fait, d'un point de vue, on va dire budgétaire, ils sont prêts à mettre les moyens. Mais par contre, d'un point de vue organisation, c'est là que c'est j'ai plus la métaphore cuisine, mais le truc a du mal à prendre. Après Benjamin, je te donnerai un tuyau d'organisation. La mayonnaise. Ouais. Après Benjamin, je te donnerai un tuyau d'organisation. En fait, ouais, c'est exactement ça dont j'ai besoin, parce que je tatouille des trucs, mais j'ai du mal à vraiment trouver un système. Je te donnerai un petit modèle, tu me diras ce que tu en penses, mais j'attendrai après Benjamin. J'ai un modèle d'organisation. Ouais, du coup, ça m'amène toujours. La question n'a pas changé, du coup, malgré tout ce qui s'est dit. Je ne sais pas tout le contexte, donc c'est difficile de se projeter, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu à la question de pourquoi vous voulez automatiser, dans le sens où tout ce que tu as dit me laisse penser que vous partez en fait dans la mauvaise direction. Oui, parce que les problèmes structurels que tu as l'air de décrire vont au-delà en fait de l'aspect pur outillage. Pour moi, vous avez un problème qui est que, je vais le dire un peu violemment, vous produisez de la merde. Tu vois, je le fais violemment, c'est exprès. Et vite. Dans le sens où, est-ce que les développeurs l'ont eu, cette phrase-là, à un moment donné, de quelqu'un de « vous produisez de la merde ». Est-ce que l'équipe
global, développeurs et testeurs, ont eu ce feedback de vous produisez de la merde en mode un peu électrochoc pour que eux puissent prendre le recul et se dire mais quelle solution on va mettre en œuvre, nous, équipe, nous qui produisons visiblement quelque chose qui est de la merde, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour transformer ça en or? Mais nous, équipe, pas des trucs qu'on nous impose, nous, équipe, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Vraiment ce côté mindset, en fait. Si vous ne modifiez pas le mindset, je parle global, Alchimie, testeur plus développeur, les deux. Et j'ai envie de dire, peu importe que ce soit les testeurs qui fassent les tests auto ou pas, ça pourrait être les devs, ça pourrait être les testeurs, ça pourrait être le PO s'il a la compétence. J'ai envie de dire, on s'en fout de qui réalise. À quoi ça vous sert, en fait, si de toute façon, vous n'arrivez pas à avoir une production qualitative de ce qu'il y a à faire? En fait, l'origine, c'est clairement, c'est bête, mais aujourd'hui, on paye des QA à faire du clic-bouton alors qu'ils pourraient faire autre chose de leur temps parce qu'il y a beaucoup d'autres chantiers sur la qualité. Donc, l'automatisation, ça vient un petit peu comme pour la solution pour désengorger la QA, en fait, de ce point de vue-là. Ce qui ne répond pas, pour moi, c'est une des solutions, mais le problème est vraiment dans les couches en dessous. Mais le fait est que le chantier d'automatisation, à la base, c'est vraiment pour faire gagner du temps, pour fluidifier toute cette partie non-régression et gagner en efficience dessus. Mais moi, là où je te rejoins, c'est que le problème va pas... l'automatisation va répondre en partie au problème, parce que si demain, on a nos 304 tests automatisés dans tous les pays, on va quand même sortir un petit peu la tête hors de l'eau. Mais là, moi, où je mets le point de vigilance, c'est que je vois, les 304 tests, on les aura d'ici 2, 3, 4 ans. Ça me paraît, l'objectif me paraît vraiment lourd, trop ambitieux. Justement, est-ce que votre objectif, dans ces cas-là, et je laisserai la main à, je ne sais plus qui a demandé la main après, mais je ne me sais plus du prénom, je crois que c'est Anas, je laisserai la main à Anas après, mais est-ce que l'objectif, ça serait une solution, quand on commence à manquer de bande passante pour réaliser des choses dont on sait que le résultat, on va l'avoir au long terme, comme ça a l'air d'être dans votre situation, pourquoi vous ne changez pas de mindset? Moi, j'aime beaucoup ce que j'appelle les tests de groupe, et c'est-à-dire développeur plus testeur. Tu dis qu'ils font une semaine de TNR. Pourquoi plutôt, à l'inverse, dès qu'il y a un petit sujet prêt, pouf, ils s'arrêtent tous et ils testent tous en même temps, en mode groupe, en mode exploratoire, en mode équipe. Et là, ça permet aussi de faire prendre conscience aux développeurs de « Ah, j'ai loupé ça ». C'est pas grave d'avoir loupé ça. Ça fait partie de la vie de louper des choses. Mais du coup, ils vont en prendre conscience plus rapidement, immédiatement, au plus proche du développement du sujet. Et ça viendra aussi par les pairs. Ces pairs de développeurs, ces pairs de testeurs en mode équipe. Je pense que ça pourrait apporter des résultats beaucoup plus efficaces que de vouloir avoir absolument atteindre. Alors, tu as peut-être un KPI d'automatisation à obtenir, j'en sais rien, mais comme tu dis, tu vas avoir des résultats dans 2-3 ans, et en final, tu n'auras fait qu'enrichir encore plus ta dette technique, et tu n'auras pas solutionné ton problème de fond. Ça se fait déjà, excuse-moi, je te laisse, Anas, je rebondirai à ce que tu dis après. Ouais. Non, mais je sais ce qu'il vient de dire, la dernière remarque d'effet de groupe, Benjamin. Je te donne un exemple, et après tu l'adaptes par rapport à ton contexte, tu me dis ce que tu en penses. Prends un exemple simple, on va prendre 10 sprints. Chaque sprint, il dure 1 semaine. Dans chaque sprint, donc bien sûr, tu vas découper tes fonctionnalités en petites fonctionnalités, en user story, peu importe. Pas un problème ça. En tout cas, il faut que ça soit découpé dans petites fonctionnalités. Chaque semaine, on va faire la conception, on va faire le développement. Il faut qu'il fasse les tests unitaires. Le testeur, il fait le test système, donc test applicatif. Et surtout, dans ces semaines-là, on se prend une demi-journée ou une journée, au lieu de faire la démo de fin de sprint avec les métiers, on fait ce que vient de dire Benjamin, on fait une session de démo à travers des tests exploratoires. Donc, exploratoire, tu vas regrouper les développeurs, les testeurs et les représentants de métier. Ça peut être juste le product owner, c'est parfait. Et ça, tu le refais chaque fois. On a dit 10. Donc, tu prends par exemple les 8 sprints de développement. OK, on développe. Les 2 dernières, interdit de développer. On s'arrête, comme tu as dit. Ils ne s'arrêtent pas. Il faut qu'ils s'arrêtent. Les 2 derniers sprints, on fait les tests de bouton bouffe. On a rassemblé un certain nombre de fonctionnalités. On fait les tests de bouton bouffe. Les développeurs, ils vont corriger les bugs de ces tests de bouton bouffe. Ils auront un petit peu de marge pour éliminer la dette technique. Et à ce moment-là, les testeurs s'occupent, ils ont 2 semaines pour automatiser ce qui va se passer. Et on peut leur affecter également un développeur qui peut travailler avec eux.
Mais vraiment, en 2 semaines, ils sont à fond, l'automatisation de ce qu'on vient de faire. Et puis, ça permet d'aller en release tranquillement. Et la prochaine release, c'est super. On a déjà automatisé quelque chose. Et on va réutiliser ces assets qui sont automatisés à faire à mesure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Anas, juste pour préciser, j'aurais mis les développeurs, moi, carrément sur l'automatisation, parce que c'est leur compétence. Les testeurs en soutien sur la compréhension du scénario fonctionnel, mais c'est vrai, s'ils ont une compétence dev, j'aurais mis carrément les développeurs. C'est vrai, parce que la compétence n'a pas l'air d'être présente. Alors, je ferme mon aparté. Ouais, non, mais j'allais dire. Donc, après, tu as deux possibilités. Enfin, tu as 2 options encore. C'est soit tu fais participer le développeur avec les testeurs dans cette phase d'automatisation, soit c'est pas leur tasse de thé, ils veulent pas, parce qu'il y a des raisons de changement quand même. Tu prends un expert. L'automatisation, c'est pas sur le tas. C'est ce que je disais tout à l'heure dans ma petite remarque, parce que je le vois souvent. On donne ça aux stagiaires, on va se former, etc. Ça marche pas, ça. Et je le vois souvent dans les audits. Il faut prendre un expert, il faut le payer cher. Hein, tu le payes 700 ou 800 en TGM, mais il est là, il va former tes équipes, il va te mettre une vraie stratégie d'automatisation et une bonne base. Premier point. Deuxième point pour terminer. Quels sont les tests à automatiser? Il faut séparer le référentiel test maître des référentiels test projet. Projet, c'est du jetable. Puis, le delivery arrive, enfin, les fonctionnalités arrivent. Ça, c'est du projet. Donc, j'ai un espace, Jira ou Squash, ou ce que tu veux. Là, c'est du projet. Et à la fin de chaque sprint, il y a une activité très importante. Les testeurs prennent ceux qui sont importants et le mettent dans le RTM, référentiel test maître. Il va être le référentiel de ton produit, ISO production, le plus important, l'essentiel. Et c'est ça qu'on travaille dessus pour automatiser, pour pas qu'il soit pollué par le projet qui est plutôt jetable, il y a tout ce qu'il faut dedans, etc. Voilà une stratégie d'organisation que j'ai déjà mis en place et qui fonctionne plutôt pas mal. Après, tu peux l'adapter par rapport à ton contexte. Je serais intéressé, je vais lui donner la parole, d'entendre Xavier là-dessus aussi. Je te vois là, sur mon écran, Xavier, mais je serais intéressé d'avoir ton feedback là-dessus. Xavier. Je vais le chercher, là, Xavier. En fait, il y a un petit truc qui me chatouillait tout à l'heure, c'est que on parlait de sprint, et à un moment donné, on parle aussi de suspendre les activités récurrentes de sprint pour faire autre chose et se dédier uniquement à l'automatisation des tests pour ce qui est de la QA, et se dédier au remboursement de la technique pour les développeurs, et limiter du coup les activités de l'équipe à ses seules tâches. Et en fait, j'ai l'impression que si on fait un sprint au bout de quelques autres sprints pour se dédier uniquement à ces tâches-là, c'est qu'on rattrape en fait des choses qu'on n'a pas fait dans les sprints précédents. Donc, du coup, on a perdu le côté itératif et incrémental des sprints, où finalement, à la fin de chaque sprint, on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour livrer un produit de grande qualité. Donc, est-ce que à coup de rétrospective, on pourrait pas essayer de voir en fait en quoi consistaient les trous dans la raquette, et puis d'ajouter les activités manquantes pour qu'il y ait une automatisation des tests au fil de l'eau, des tests exploratoires pour les compléter, ceux à chaque sprint. Et puis, si on constate une dérive de la qualité du code, eh bien, gérer une dev technique carrément dans le backlog. Et ça, on le fait au fil de l'eau, et surtout ne pas attendre, parce qu'en fait, il faut pas 10 sprints pour qu'une équipe arrive au pied du mur en agilité. Ça vient extrêmement vite en fait, et en fait il y a un symptôme qui est récurrent, c'est l'équipe qui va demander au PO de sortir un pourcentage de sa charge du sprint à venir pour faire du refactoring. Alors refactoring, en fait c'est pas du refactoring, ce dont ils sont en train de parler, c'est du remboursement de dettes techniques. Le refactoring, c'est une activité continue de conception logicielle sur un code qu'on est en train de produire. C'est pas rembourser le code de merde, dont parlait Benjamin tout à l'heure. Donc ça commence par un quota, et puis un beau jour, un sprint prochain, finalement, l'équipe va demander à dédier la moitié, voire tout le sprint, à rembourser la dette technique. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que l'équipe va être dans l'incapacité de livrer au bout d'un énième sprint. Et je pense que l'horizon des 10 sprints suffit largement pour observer tout ça, cette progression
Donc, il vaut mieux anticiper les activités liées à la qualité et les faire au fil de l'eau. Faire en sorte que la qualité, finalement, ne soit pas une activité ponctuelle qui arrive parce qu'on l'a décidé, parce que c'est devenu urgent, parce que c'est devenu critique, mais plutôt que les activités liées à la qualité soient quelque chose de récurrent et qui correspondent en fait au changement de paradigme vers l'incrémentalité et l'itérativité des développements agiles. Joliment J'ai dit. envie de compléter, Xavier. Et pour moi, l'automatisation là dont on parle, partir du principe qu'on automatise les cas de test, je pense que c'est pas une bonne approche. En vision agile, on va plutôt chercher à automatiser vraiment le parcours métier, à la limite le critère d'acceptance, mais c'est pas le cas de test tel qu'on peut l'entendre. Alors, moi, je fais partie de ceux qui militent pour avoir de l'automatisation et que de l'exploratoire. Fini les ALM, fini. Voilà, je suis plutôt dans cette mouvance-là, mais si vous avez encore de l'ALM avec des cas de test bien scénarisés, pour moi, c'est pas ceux-là qui sont intéressants à automatiser, hein, pour être très franc. Parce que c'est pas eux qui vont forcément démontrer que les enjeux business sont correctement couverts et ne régressent pas dans le futur. Donc, Alors, petite question, je peux pas rebondir avant que j'oublie. Alors, qu'est-ce que tu fais comme différence à part cas de test, entre cas de test et expérience utilisateur? Parce que voilà, pour moi, j'ai vraiment du mal à me dire. c'est une Pour moi, question de temporalité, en fait. Pour moi, en agilité, Xavier l'a mis dans une de ses idées. Si tu travailles collectivement, donc tu vas plutôt refiner avec ton product owner sous forme d'exemple mapping, ce genre de choses en fait. Qu'est-ce qui doit être construit, ce qui va t'aider au découpage, tout ça. Et vous allez identifier finalement le parcours métier, le parcours utilisateur qui doit être développé. Alors ça peut être un parcours technique parce que l'utilisateur est technique ou un parcours fait par un humain. Oui. Et l'équipe peut ensuite prendre cette base-là pour en déterminer en fait quels sont les critères d'acceptance qui vont te permettre de dire bah oui, ce parcours utilisateur, il est viable seulement s'il y a tel critère, tel critère, tel critère. Un parcours d'achat, par exemple, c'est si je ne peux pas ajouter mon produit dans le panier, c'est pas viable. Si je ne peux pas aller au bout de l'achat avec une carte bleue, c'est pas viable. Si je ne peux pas acheter par contre avec PayPal, on va considérer que dans un premier temps, c'est acceptable. Bah, qu'est-ce que tu vas vouloir automatiser? C'est par contre ton parcours d'achat avec carte bleue, par exemple. Et tu vas te limiter qu'à ça. Tu vas peut-être pas faire le PayPal, puisque de toute façon, on considère que c'est acceptable si ça ne marche pas. Tu vois? Ouais, bah après, tu vas ouais. réduire ton effort, mais tu n'es pas en mode cas de test. Tu t'en fous de savoir que pour faire ton achat en carte bleue, il faut cliquer là, il faut cliquer ceci, il faut cliquer cela. Là où le test scénarisé, le cas scénarisé a tendance à aller vers ce niveau de détail-là. Sur ton scénario à automatiser, en fait, tu t'en fous. Tu vas te mettre plutôt sur cette vision-là. Et c'est co-construit par l'équipe, en fait. Ouais, alors, voilà. Et le cas test, du coup, derrière, n'a plus vraiment de valeur parce que tu as une spec exécutable et une documentation vivante qui se fait par la même manière. En fait, tout au même moment. alors ça, c'est déjà ce qu'on fait, parce que ce qu'on appelle cas de test, au final, c'est des expériences utilisateurs. On se met à la place de notre utilisateur final et on automatise un parcours client qu'il va voir en magasin. Donc, du coup, je rejoins Xavier par rapport à la remarque que tu avais faite, Anas, sur les 8 sprints de dev et les 2 sprints de review. Là, on est plus quand même dans une dynamique en cycle court. Et moi, en fait, je pense que l'idée n'est pas mauvaise, mais il faut vraiment la réduire en termes de temps et faire en sorte d'avoir des petits cycles pour garder cet esprit itération courte avec nos utilisateurs et amélioration continue au fil de l'eau. Je vous rejoins aussi sur la partie que les développeurs doivent s'impliquer plus dans l'automatisation. En plus, moi, ça m'arrange parce que ça leur permettra de chier moins de code et donc du coup, ça fait moins de defects potentiellement. Mais là, ça va vraiment dans la dynamique de faire plus de qualité et un petit peu moins de delivery. C'est des choses sur lesquelles je travaille. Ouais, c'est une question de perspective, ça, pour moi. Je parle court, moyen ou long terme. Moi, je n'opposerai pas delivery qualité, parce que pour moi, c'est deux choses qui vont ensemble, en fait. Oui, mais là, dans l'état actuel des choses, il y a quand même des combats et des choses à prioriser. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, dans ton discours, alors je ne sais pas si tu te positionnes en tant que coach ou comment tu accompagnes l'équipe, mais j'essaierai de garder justement cette logique de il n'y a pas de delivery. En fait, délivrer et ensuite dire je rajoute la qualité, pour moi, c'est un non-sens. C'est je délivre quelque chose qui est de qualité, en fait. Ça fait partie du contrat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de. Voilà. Je ne chercherai pas à les sommer, je chercherai au contraire
à ne même pas dire le mot qualité. En fait, vous devez délivrer. Bon, Et après, OK, ça passe ou non, ça passe pas. Point. Du coup, aujourd'hui, la qualité, elle est représentée par les tests manuels et le peu de tests automatisés qu'on a. Et c'est un petit peu la quality gate en mode on a fait la TNR, on a fait la bêta, les utilisateurs sont contents, ça va, on peut aller en prod. Mais en fait, le fait est que tout ce cycle est long et éprouvant, ouais, éprouvant, c'est le mot qui convient, parce que ça fatigue tout le monde. Et l'idée, c'est comment fluidifier cette partie-là. Et la réponse de l'équipe, ça a été automatiser les tests. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis arrivé dans l'équipe. Alors, mon rôle, je suis l'expert, entre guillemets, plus sur la partie technique, parce qu'à la base, ma mission, c'était plus se mettre en place l'architecnique et permettre au QA d'utiliser l'outil. Mais là, j'essaie d'aller un petit peu plus loin pour aussi les accompagner sur la partie organisation. Et c'est là où je me freine quand il y a de l'humain qui est en jeu, c'est là où ça peut être qui tout double. Mais du coup, là, je suis plus vraiment dans cette démarche de me dire, j'essaye de faire changer les choses, mais là, on est vraiment dans un contexte agile ou Scrum, où là, dans la réalité, en Scrum, il n'y a pas censé avoir de personne au-dessus des autres. Là, c'est quand même, on écoute le PO et ce que dit le PO est la vérité absolue. C'est ce qui est un petit peu dommage. Et je pense que aussi, pour pas non plus tout mettre sur son dos, il a des pressions au-dessus de product manager, de manager, de product manager qui l'attendent sur le delivery. Et bon, ça, après, c'est plus des problèmes organisationnels. Mais une de mes pistes aussi, c'était de me dire, plutôt que d'essayer de rattraper la dette technique en faisant un sprint, en sprint, je veux dire, en sens physique, du coup, de vraiment courir vite pour essayer de rattraper la dette technique et de galérer, c'était plutôt d'essayer d'arrêter d'en créer déjà. Et donc, potentiellement, je pensais à mettre en place le fameux TDD et se dire, à partir de maintenant, tout ce qui va en prod, les tests sont déjà automatisés. Et ça fait partie un petit peu comme tu disais, la qualité fait partie du delivery. Et on essaye de monter en compétences et du coup en qualité sur cette partie-là, tout en sachant que derrière, il y a quand même une grosse dette technique et les cas de tests critiques qui doivent être testés quoi qu'il arrive. Et donc là, j'ai un petit peu du mal à trouver la solution d'un point de vue quel combat prioriser. Enfin, Ouais, tu voulais parler peut-être. Je pense que tu vas pas y arriver, moi. Ouais. super. Je te dis pourquoi. Tu l'as dit il y a 2 secondes, en fait. Le PO a une pression de malade. Ouais, c'est ça. Juste cette phrase-là suffit déjà à connaître la conclusion. Ouais, on Parce va qu'en envoyer fait, Iman je faire pense les que ça, c'est questions. ton point de départ. Je suis bien au Canada, au Québec. Non, ok, je vois. Bien au Québec. Non, mais ton PO, si ton PO a la pression, il va la redescendre sur les devs. Et s'il délivre du code, comme tu dis, c'est qu'ils ont sûrement pris une habitude à devoir délivrer du code. Parce qu'il fallait livrer vite. Du quick and dirty, hein, comme on dit. Et ça, à mon avis, c'est très culturel. Tu ne t'en sortiras pas sans avoir un vrai coach qui sera transformé structurellement, en fait, l'organisation. Donc, vous faites de l'agilité, vous ne faites pas de l'agilité. Vous dépilez, en fait, des besoins métiers sans avoir, en fait, une vraie cohésion sur ce qu'est la construction d'un produit. Il y a plein de vidéos de Jean-Pierre Lambert sur Scrum Life qui relatent, en fait, ce genre de situation. Et je pense que malheureusement, toi, à ton niveau, tel que tu nous l'expliques, sans vouloir être devin, parce que je ne vois pas le futur, mais je pense malheureusement que dans 6 mois, on se revoit. Et je ne veux pas avoir à te dire, je te l'avais dit, j'espère me tromper, voilà. Mais j'ai un peu peur qu'on se redise la même chose. Attends, juste Benoît, Clément, juste pour continuer. Ouais. Attends, Benoît, il parle. Ouais, j'avais. Il voulait intervenir. Je veux juste. Excuse-moi, oui, Benoît, en plus, j'avais vu ta main levée, désolé. Je vais essayer d'aller très vite. Non, mais je vais essayer d'aller très vite. Alors, peut-être un petit Rex chez Auchan il y a 2 ans. Alors, moi, j'étais à une position un petit peu différente puisque j'étais en posture où je pouvais imposer à l'équipe de travailler comme ça. N'empêche que c'était un changement qui n'a pas été hyper populaire. Donc, quand je suis arrivé, il y avait des cycles des sprints de 3 semaines. Et à la fin du sprint de 3 semaines, le produit arrivé en QA était testé pour 3 semaines. Donc, en fait, il y avait une équipe de build. Je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, hein, Clément. Une équipe de build qui fonctionnait pendant autant de temps, 3 semaines. Et qui était après testé pendant 3 semaines avec des allers-retours, avec finalement
la complexité d'aller chercher finalement de la bonne volonté pour aller corriger les bugs, puisque les devs étaient sur les prochains devs, à chaque fois passés au dev d'après. Sans décaler. Et donc, à chaque fois en décalé. Alors, la solution finalement mise en place, donc on la retrouve un petit peu dans ce qu'a dit Xavier et un petit peu Benjamin. La solution qu'on a mise en place, alors effectivement, c'est passé par l'automatisation. Alors, il y avait déjà, à la différence, il y avait déjà des tests automatisés. Donc, sur les 3 semaines, il y avait une partie test automatisée, mais qui était postérieure au cycle de dev, et une partie manuelle. Donc, on a identifié avec l'équipe en place, on a identifié une sorte de sanity check, enfin un nombre de tests précis qui nous permettait de garantir, enfin qui tenait dans une période relativement courte, sur une journée, et qui nous permettait de valider un pourcentage acceptable de l'application. Et après, on s'est contraint en temps donné, donc il fallait donner de la visibilité à l'équipe, et on s'est contraint à jouer ces tests tous les jours. Et alors, à l'inverse de la solution de, je ne sais plus, Benjamin ou Xavier, les développeurs, on ne les a pas laissés jouer à automatiser les tests. Ça, c'était du périmètre du QA. Donc, le QA, on va dire sur 80-75% de son temps, il passait son temps à automatiser les tests puisqu'il allait les maintenir le lendemain. Et il passait 15%, 20% de son temps restant sur les tests manuels. Et les tests manuels restants, eh ben, chaque dev avait pris sa part. Et chaque test, tous les jours, avait 1 heure de test manuel à faire sur ce qu'ils avaient développé dans la journée. Enfin, pas tester la fonctionnalité qui venait mais la non-règle sur la branche qui venait de pousser dans la journée. Donc, on a ramené le process du test de après potentiellement 150 commits. Parce qu'en fait, chaque commit est de qualité. Le dev, en fait, quand on dit du dev de merde, bien souvent, c'est que quand on merge tout ça, enfin, on arrive finalement à mixer des trucs qui n'ont pas été conçus ensemble. Donc, on arrive on est arrivé à, au lieu de le faire a posteriori, après, c'est pas 150 commits, le problème, c'est 150 merges. Après, c'est 150 merges. À chaque fois, j'arrivais dans l'équipe en disant le merge, c'est le mal. Donc, il faut éviter de le faire. Enfin, en tout cas, il faut le faire le plus souvent possible. Donc, on arrivait à leur demander de le faire tous les jours un petit peu. Alors, levée de bouclier. Alors, effectivement, j'ai dans une posture où j'ai été écouté et j'ai pu imposer ce changement-là, et puis il a été temporel. Et ça nous a permis d'automatiser, ça nous a coûté 1 mois et demi. En 1 mois et demi de temps, le nombre de tests suffisant pour après dire, OK, cette phase-là, finalement, on la sort de votre périmètre. Vous pouvez retourner. Et puis, on est rentré dans ce cycle vertueux où après on a pu passer sur on avait la QA qui était au sein de l'équipe de dev et on a pu passer sur un delivery en prod à la semaine. Alors qu'avant on avait un time to market, en gros en moyenne. Après on avait aussi un phénomène de core et de spé, mais enfin en gros on avait un time to market de 10 semaines et on est passé avec d'autres changements, mais avec ce changement et d'autres à la semaine, quoi. Donc, je sais pas si Benoît, pour préciser, tes testeurs, ils avaient des compétences techniques. J'avais des testeurs qui avaient des compétences techniques. Ça aide eux aussi. Oui, alors ça sera peut-être pas forcément applicable en l'état auprès de Clément, mais par contre, c'est vrai que quand je suis arrivé, quand on est arrivé avec ces changements-là, je réagis, je sais plus si tu as remarqué Benjamin ou Xavier, mais effectivement les devs vont avoir tendance à dire attends, quitte à faire des tests, laisse-moi l'automatisation de ce truc-là. Et c'est là où, on avait une stratégie, puis on utilisait aussi un outil de low-code testing et tout ça. Et on avait une stratégie de dire, non, finalement, vous ferez pas ce travail-là. Vous pouvez contribuer. Vous savez le faire, on sait, vous pouvez contribuer. Mais demain, on va pas vous demander de les maintenir. On va pas vous demander de les faire non plus. Et donc aujourd'hui, la qualité, c'est le travail de tous. Donc aujourd'hui, on vous demande de prendre une part de charge manuelle parce que votre QA finalement ne fera plus que ça demain. Il fera surtout de la partie automatisation et donc il faut qu'il commence aujourd'hui. Et donc en tant qu'équipe, pour faire grandir l'équipe, vous prenez votre part et pour que demain vous l'avez plus, quoi. Ok. Pour que demain il n'y a plus personne qui l'ait. C'est une belle histoire que tu nous racontes là. C'est une belle histoire.
il y a eu quelques levées de boucliers, il y a des gens Ouais, mais c'est sûr. Voilà. qui ont changé d'équipe. Et voilà, ça s'est pas passé sans douleur, mais après on l'a fait en transverse aussi dans des différentes, au centre du dev digital Auchan. Discutant avec Gauthier, je sais pas si tu es en relation des fois avec Gauthier Lassalle. Ouais, qui est au Québec aussi d'ailleurs. Qui est au Québec aussi d'ailleurs. Mais mais oui, enfin donc voilà. Moi je te raconte la partie jolie de l'histoire, hein, mais le conte de fées, effectivement, ça n'a pas été sans grincer des dents et sans couteau. Non, mais en tout cas, chose un peu compliquée, quoi. Ça m'aide parce que ouais, un mois et demi, je l'ai mis en gras dans mes notes. Un mois et demi, c'est propre. Enfin, vraiment pour le coup. Et là, je commence à arriver à un point où je me dis, il nous faut une méthode un petit peu pour casser le. Enfin, là, on pourra pas y aller progressivement et faire de l'amélioration continue sur le long terme. Je pense qu'il va. Ouais, mais concrètement, enfin, si alors, il faut que tu amènes, enfin, pour moi, faut que tu reviennes au centre. Faut que tu amènes le test au centre du dev et au maximum, faut que tu essaies, faut que tu cibles que les tests, en tout cas les tests automatiques servent à ça, mais que les tests qui ont été délivrés dans la journée. Enfin, faut se rapprocher au maximum du travail du dev. Et donc, si tu fais ça, et si tu demandes au QA de faire ça tous les jours, bah, ils auront encore moins de temps quelque part. Donc soit après tu peux si vous avez le budget, tu peux aussi t'appuyer sur d'autres personnes qui vont faire ça le temps d'eux. Enfin, même si ça a d'autres contraintes, hein, mais je pense que la clé c'est réellement, enfin, si ton envie c'est d'accélérer, bah, la clé c'est de te mettre sous contrainte d'accélération maintenant. Et comme ça, tu verras que c'est Benjamin qui disait ça, je crois. Tu automatiseras, non pas des tests et des trucs que tu auras pensé si tu avais un tremblement de terre à Tombouctou en même temps que je sais pas quoi. Enfin, tu automatiseras l'essentiel parce que tu le feras tous les jours et ça te fera chier, quoi. Donc, tu te concentreras sur ce qui te fait chier au quotidien et après tu accepteras pendant un temps donné, mais ça j'ai pas l'impression que ça soit un problème parce que c'est déjà votre cas. Tu accepteras aussi pendant un moment de pas être parfait. Donc ça aussi c'est un moment de dire on aura une couverture plus faible aussi parce qu'on la fait plus souvent, elle sera plus faible à un temps donné parce qu'elle va grandir, mais voilà, et ça faut aussi faire le deuil de ça. Enfin, faut aussi porter ça auprès du product owner, ce qui n'est pas forcément une mince affaire non plus. Mais il faut accepter. Alors, je regarde l'heure. Désolé d'avoir. Je pense qu'on a un petit peu parlé que de ça pendant 1h30. Et je tiens à préciser quand même que je ne veux pas que vous ayez une mauvaise image de Decathlon non plus. Alors, trop tard. Là. Ouais. Trop tard. J'ai annulé mon panier. J'étais en train de commander, j'ai annulé mon panier, c'était plus sûr. Voilà, c'est des baskets de mal, j'arrête. Non, je vais des nouveaux outils d'automatisation. J'espère qu'on ne va pas passer deuxième ancienne préférée les Français à cause de ce meeting. Mais Clément, je veux juste ajouter un petit point, s'il te plaît. Vas-y. Ouais. Très souvent, quand on veut modifier une structure organisationnelle, on a besoin d'un sponsor fort. Je ne sais pas si ton sponsor qu'on appelle ça, il croit à la qualité ou il est sensible à la qualité, etc. En tout cas, si ce n'est pas le cas, j'ai audité un groupe qui travaille dans la distribution des engins industriels, etc. Il n'y avait aucun QA. Donc, j'ai audité, j'ai fait des améliorations, etc. Pour convaincre ce DSI, j'ai fait un calcul de combien ça coûte la non-qualité. Ce sont des pistes qui changent les mentalités des sponsors du projet et des personnes décideurs. Tu prends des incidents critiques et tu essayes de calculer le coût de la non-qualité. Et donc, ce budget-là, tu peux l'utiliser. Tu prends juste la moitié ou un tiers, etc. pour prendre de l'expertise. Je pense que tu n'as pas de QA qui sont experts en automatisation. Je pense sincèrement que tu as besoin d'un renfort, d'un expert en automatisation qui peut très, très bien venir pendant 3 semaines ou 1 mois. Je pense que, comme il a dit Benoît, peut-être une mission de 1 mois, 1 mois et demi pour mettre en place vraiment une vraie stratégie et former les équipes pour que ça commence, quoi. J'ai l'impression que vous allez démarrer l'automatisation mais sans avoir l'expertise, sans avoir la volonté. Il manque beaucoup de freins.
Et un des facilitateurs, c'est le sponsor du projet. Il faut qu'il croie à ce sujet-là, pour qu'il te donne les moyens. Donc, une des pistes, elle est assez efficace, c'est calculer le coût de la non-qualité. Non, je suis d'accord. En plus, on a toutes les métriques, donc pour le coup, c'est juste mettre ça au Ça, c'est propre. assez efficace. Tu tapes dans le portefeuille, généralement, tu changes les mentalités. Ok. Mais il faut bien que les mentalités comprennent que la qualité, c'est une affaire de tous, c'est pas que les QA. Non, mais oui, c'est Ouais. le message Voilà. qu'il faut faire passer. Ouais. C'est un gros prérequis. Parce que si, ben voilà, vous nous coûtez ça, au fait. Ouais. Bon. Tu peux C'est pas ce travailler qu'on aussi veut. sur le definition of done, hein, côté dev. Hein. Ouais. Un dev n'est pas Exactement, terminé. pour si t'as inclure pas la de TU, par qualité. exemple. Ouais, Non, tout mais à oui. fait, ouais. Non, mais même moi, quand je fais du dev perso, je fais les tests en même temps et sans faire du TDD avec moi-même non plus. L'idée, c'est que enfin voilà, pour moi, ça fait partie du cycle de dev aussi. Mais et le pire, c'est que je pense que les devs sont pas contre. C'est pas hors de la culture. Et je me permets de préciser aussi que il y a plein d'autres équipes de Decathlon qui gèrent très bien leur qualité. C'est juste, c'est des équipes. Oh, ça t'inquiète, on n'a pas extrapolé, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est la tienne, on a compris que c'était la tienne. Ouais, tu as une très belle mission, hein. Franchement, tu as une très belle mission. C'est un beau challenge. Challenge. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça.